Si vous tombez sur cette vidéo, il est possible que vous n'ayez découvert que très récemment que vous n'aviez pas le droit de vendre sur le territoire européen des produits cosmétiques que vous auriez fait vous-même dans votre cuisine. Que vous n'aviez pas le droit de vendre des produits cosmétiques sans qu'ils n'aient été approuvés par un ensemble de tests réalisés en laboratoire. Et en cherchant plus loin, vous avez dû tomber sur des textes de loi au langage plus qu'incompréhensible. Puis vous avez sûrement dû vous dire « Quoi ?» What? I do not understand. Est-ce que moi aussi je dois suivre tous ces protocoles ou alors ça ne concerne que les grands industriels? Si je ne vends qu'un mélange d'huile végétale naturelle sans aucun additif, est-ce que je suis aussi concernée par tout cela? Eh bien aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions dans le langage le plus simple que vous trouverez sur internet. Bon, déjà, spoiler. Oui, la réglementation cosmétique européenne concerne tous les acteurs de l'industrie cosmétique en Union européenne. Peu importe la taille de votre entreprise, peu importe le type de produit que vous vendez, vos valeurs naturelles ou non, etc. Tant que vous vendez en Union européenne ce qu'on appelle un produit cosmétique, c'est-à-dire toute substance ou tout produit destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain dans le but de les nettoyer, parfumer, améliorer l'aspect, etc., vous êtes concerné par la réglementation qu'on va décrypter dans cette vidéo. Et pour comprendre cette réglementation, il faut d'abord comprendre les étapes de création d'un produit cosmétique. La formulation, le sourcing de matières premières, la production. À chacune de ces étapes va intervenir un processus de contrôle obligatoire et on va voir à chaque fois lequel. D'abord, la formulation. Ici, on fait référence à la création de la formule du produit, à sa composition. Quels ingrédients on va choisir pour constituer le produit final et dans quelle proportion. À cette étape, la première obligation légale que vous devrez respecter est d'éviter les substances interdites. Une liste que je vous mets en barre de description est fournie par les autorités. C'est bon à savoir, mais bon, je sais que la plupart des personnes qui regardent cette chaîne sont très consciencieux. Ils construisent en général des projets qui sont éthiques. Donc, il y a peu de raisons pour qu'au départ, vous ayez envie d'intégrer ces ingrédients à vos produits. Parce que pour que l'Europe vienne à interdire des substances, c'est que c'est vraiment hardcore. C'est vraiment formellement dangereux. Mais soit, une fois que la composition de votre produit cosmétique est déterminée, on va pouvoir passer à la seconde obligation légale que l'on résume souvent par le terme de test réglementaire. À ce stade, ce qu'on veut déterminer, c'est est-ce que le mélange d'ingrédients qu'on a imaginé peut être commercialisé sans qu'aucun consommateur soit mis en danger. Le terme test réglementaire fait souvent référence à des tests d'évaluation qui sont là pour évaluer donc la sécurité du produit. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre ce produit en contact de la peau, des cheveux, des poils sans qu'il ne provoque une catastrophe? Plusieurs catégories d'analyse vont nous permettre de répondre à cette question de la façon la plus précise possible. Les tests de conservation du produit qui, comme le nom l'indique, sont là pour vérifier est-ce que le produit se conserve bien et également pour estimer une date d'expiration. Parmi cette catégorie de tests, on va compter le test de stabilité pour évaluer la stabilité du produit. Et quand on y pense, tout est dans les noms. C'est-à-dire que le mélange d'ingrédients qu'on a imaginé, donc notre produit cosmétique, est-ce qu'il reste stable dans le temps? Est-ce qu'il reste homogène dans le temps? Et pour savoir cela, on va le porter à haute température, c'est-à-dire qu'on va le chauffer et on va observer comment est-ce qu'il réagit dans cette situation de stress. Dans la catégorie des tests de conservation du produit, on va également compter le challenge test. Ici, on va incorporer des microbes dans le produit et on va regarder s'ils arrivent à s'y développer ou non. Si la réponse est oui, ça veut dire que le conservateur qu'on a mis dans le produit là, il n'est pas très efficace. Après les tests de conservation, on va compter les tests d'innocuité du produit qui vont nous permettre de regarder plus en détail est-ce que le produit peut provoquer des réactions indésirables chez les personnes qui l'utilisent. Dans cette catégorie de tests, on aura par exemple le test d'irritation oculaire. À quel point est-ce que le produit peut irriter les yeux? Ou alors le test d'irritation cutanée. Est-ce que le produit peut irriter la peau? Maintenant, en cosmétique, il n'y a pas que la sécurité. Si vous vendez une crème hydratante et que les personnes l'utilisent, ça ne leur brûle pas la peau, c'est génial, c'est même le minimum, c'est tant mieux. Mais si derrière, elle n'hydrate rien du tout, ça vous fait quand même une belle jambe. Donc, la dernière catégorie de tests d'évaluation dans le règlement cosmétique, ce sont les tests d'efficacité qui sont là pour démontrer
pour prouver l'efficacité du produit. Ces tests vont notamment servir à appuyer vos arguments de vente. Si vous n'avez pas démontré par des tests d'efficacité ou autres que votre crème est vraiment hydratante, vous n'avez pas le droit d'alléguer cela. Vous n'avez pas le droit d'intégrer cet argument dans votre communication. Toute allégation que vous portez à votre produit cosmétique doit être prouvée. Bon. On va reprendre notre souffle parce que là, quand même, on vient de se prendre beaucoup d'informations d'un coup. À ce stade, la question, c'est souvent, moi, j'ai simplement une huile pour traiter les taches pigmentaires. Est-ce que je dois vraiment réaliser tous les tests qu'on a cités là? Ou alors, comment est-ce que je peux savoir quels sont les tests qui me concernent moi directement? Répondre à cette question est assez simple parce qu'il faut savoir qu'en cosmétique, il est obligatoire d'évaluer son produit, mais aucun test n'est réellement imposé à tous. Si moi je vends un baume pour les pieds, est-ce qu'il est vraiment judicieux d'aller faire un test d'irritation oculaire? À quel moment j'ai dit aux gens mettez ce produit sur votre visage? C'est un baume pour les pieds. Par contre, ma voisine, elle vend une lotion démaquillante. Donc ici, on a déjà plus de chances que le produit soit mis en contact avec les yeux. Bon, j'avoue que je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Comme chaque produit est spécifique, eh bien les tests qui seront à réaliser seront également spécifiques à chacun. Et qui peut nous indiquer quel test on aura à réaliser? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un toxicologue. C'est un toxicologue qui a la faculté d'étudier votre projet et de vous dire, dans votre cas à vous, voici les tests que je préconise. Voici ce dont j'ai besoin pour approuver votre dossier. Oui, parce que ce n'est pas tout de réaliser des tests en laboratoire. Une fois que ceux-ci sont effectués, on arrive à la troisième obligation légale qui est de rédiger un dossier information produit. Le dossier information ou DIP, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai l'habitude de le définir comme le passeport ou la carte d'identité de votre produit cosmétique. Tous les citoyens d'un pays doivent être munis d'une carte d'identité. Comme ça, s'il y a un problème ou en cas de contrôle, on sait directement à qui on a affaire. Dans le monde des cosmétiques également, il y a plein de produits qui circulent librement sur le marché. Donc, s'il y en a un qui pose problème ou alors en cas de contrôle, on va vous dire « vous, montrez-moi votre carte d'identité » et alors vous allez sortir le DIP. C'est donc un dossier qui regroupe toutes les informations concernant l'identité du produit cosmétique. Qui l'a créé? De quoi est-ce qu'il est composé? Quels sont les tests réglementaires qui ont été effectués et quels en ont été les résultats? Et si je vous recommandais d'aller parler à un toxicologue, c'est parce que à la fin de tous les tests réglementaires, c'est le toxicologue qui doit rédiger ce qu'on appelle un rapport de sécurité qui sera une partie essentielle à intégrer au dossier information produit. Dossier qu'il vous sera obligatoire de conserver pendant 10 ans. Et juste quand vous pensiez qu'on en avait fini avec les obligations légales à l'étape de la formulation, il y en a encore. Obligation numéro 356, la notification au portail européen. C'est bien beau d'avoir un DIP, mais pour qu'un contrôle puisse se faire en cas de besoin, il faut déjà notifier les autorités qu'il y a un nouveau produit que vous avez créé qui est mis en circulation. Si vous avez mis au monde un tout nouveau bébé, il faut le déclarer pour qu'on soit informé quand même qu'il y a un nouvel individu dans la société. Sinon, votre enfant est un clandestin. Bon, cette fois, c'est promis, on a fini avec les obligations légales à l'étape de la formulation du produit. Mais c'est pas tout. On a trouvé la bonne formule, safe, efficace, etc. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? À fabriquer le produit. Mais avant de passer à la production même, on doit déjà réaliser le sourcing, c'est-à-dire qu'on doit acheter toutes les matières premières dont on a besoin dans les quantités qu'il faut pour pouvoir fabriquer notre produit en grosse quantité. Et j'aime beaucoup insister sur cette étape parce que là se trouve une nouvelle obligation légale à côté de laquelle 90% des jeunes créateurs passent et ils se retrouvent après dans la galère à essayer de recoller les morceaux. Je le sais parce que ça m'est arrivé aussi. Imaginez que vous vouliez faire un gâteau. Vous avez créé votre propre version du fraisier. Allégé en sucre, allégé en matière grasse, c'est une version plus saine que l'original. Vient maintenant le moment de faire votre gâteau. Est-ce qu'il s'agit seulement d'avoir créé une recette qui est saine? Non, il y a aussi la qualité des ingrédients que vous allez utiliser parce qu'au final, c'est ce qu'on va manger. Si vous utilisez des œufs qui sont tout pourris, bravo, c'est très bien d'avoir créé une recette qui est saine, mais derrière, votre gâteau, il rendra quand même les gens malades. En cosmétique, c'est exactement ce principe qui est repris. Il suffit pas d'avoir évalué la sécurité de votre produit jusqu'au moment de la production, il y a également la
qualité des matières premières que vous avez sélectionnées qui compte. Et pas que, il y a aussi la traçabilité de ces matières-là qu'on veut avoir. Donc, l'huile de jojoba que vous avez mis dans votre crème là, déjà, ça vient d'où? Comment a-t-elle été extraite? Qui l'a extraite? Est-ce qu'elle contient des impuretés? Si vous utilisez un conservateur, un émulsifiant, un agent émollient, de quoi sont-ils composés? Quelle est leur source également? Toutes ces informations sont récapitulées sur divers documents que doit vous fournir obligatoirement votre fournisseur parce que c'est lui qui peut avoir ces informations. Vous ne pouvez pas les deviner, encore moins les inventer. Et ces documents vont vous être demandés par votre toxicologue. Parmi eux, la fiche de données de sécurité qui est généralement demandée pour toutes les matières premières. Pour le reste des documents, ils peuvent dépendre de la nature de la matière première en question. Vous devez donc encore une fois demander à votre toxicologue, dans votre cas spécifique, qu'est-ce que vous devez fournir. Quoi qu'il en soit, et je pense que vous le comprenez, avant d'aller commander une certaine matière première chez un tel fournisseur, vous devez d'abord vous assurer qu'il détient les documents qu'il vous faut. Parce que l'erreur à éviter, c'est d'aller conclure un deal avec quelqu'un et là, votre toxicologue vous dit « Ah non, moi je valide pas ces matières premières, où sont les documents ?» Allez chercher un autre fournisseur. Or, vous avez déjà payé celui-là et vous voici avec 300 kilos de beurre de karité sous les bras. Bon, on va imaginer que vous avez bien réalisé cette étape de sourcing. Félicitations, vous êtes prêt à passer en production. Enfin, qui dit nouvelle étape de création de votre produit, dit nouvelle obligation réglementaire. Et j'entends dans mon oreillette que vous adorez mon exemple de gâteau. N'en dites pas plus. Vous avez choisi des œufs bien frais pour préparer votre gâteau allégé. Bravo, mais au fait, votre cuisine, elle est dégueulasse. Les bols que vous utilisez pour battre vos œufs bien frais, ça fait une semaine que vous ne les avez pas lavés. Le lieu de fabrication de vos produits cosmétiques doit également respecter certaines normes qui vont concerner notamment l'hygiène et la sécurité. Tous les établissements fabricants des produits cosmétiques qui vont être commercialisés au sein de l'Union européenne doivent respecter une norme de fabrication. C'est une norme, c'est la façon qu'il est normal, qu'il est conforme de procéder pour fabriquer un produit cosmétique. Et cette norme, elle a un petit nom, elle s'appelle ISO 22716. Tous les lieux fabricants des produits cosmétiques doivent être capables de fournir une attestation, un document qui atteste que oui, effectivement, ils respectent cette norme ISO 22716. Si c'est vous qui fabriquez vos produits dans votre propre local, pareil, il faut intégrer ces normes à votre fonctionnement et déclarer d'ailleurs votre établissement à l'ANSM en fournissant les plans de votre laboratoire. Que disent ces normes exactement ? Je vous mets un lien vers un résumé, mais également un lien pour vous procurer la version longue qui est payante. PS, il est bon de savoir que le conditionnement est également considéré comme une activité de fabrication. Ça veut dire quoi? En clair, si vous avez acheté un produit en gros et que tout ce que vous avez à faire, c'est de le redistribuer en petits pots, eh bien, sachez que vous êtes également concerné par tout ce qu'on a dit dans ce paragraphe. La redistribution en petits pots, c'est comme si vous faisiez de la fabrication. Vous devez également respecter les normes ISO 22716. À chaque production, on va attribuer un numéro de lot qui va nous permettre d'assurer la traçabilité de chaque produit. Imaginons que vous ayez mis sur le marché un gommage et on s'est rendu compte seulement après que pendant la production, il y a eu un problème. On devra réaliser ce qu'on nomme un rappel. Il faut retirer tous les produits concernés du marché parce qu'ils sont potentiellement dangereux pour les personnes qui vont acheter ou qui ont déjà acheté. Là, le numéro de lot est utile pour identifier exactement quels sont les produits qu'on doit rappeler parce que ce sont eux qui correspondent à la production en question. Fabriquer les produits dans de bonnes conditions, c'est bien, mais là, le moment de votre commercialisation approche et si vous voulez que les gens achètent déjà ce que vous proposez, il faut qu'ils sachent ce que vous vendez. Voilà pourquoi vos produits doivent être vendus munis d'une étiquette. Mais en Union européenne, on considère que mettre une étiquette avec votre joli logo, le nom de votre produit, les ingrédients majeurs, ça suffit pas. Pourquoi ? Parce que la personne en face qui souhaite acheter doit pouvoir avoir accès facilement au maximum d'informations qu'il lui faut pour faire un choix sans se mettre en danger. Si je suis sujette à des allergies, j'ai le droit d'avoir accès à la composition détaillée de chaque produit que je souhaite acheter afin de prendre une décision d'achat ou non, mais qui est saine pour moi. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on voit souvent
souvent sur le marché noir, disons, des produits cosmétiques qui sont faits à la main, de très jolis chantilly de karité, mais dont l'étiquette se résume uniquement à une liste d'ingrédients très très basiques du type karité, huile de coco, huile essentielle d'ylang-ylang, par exemple. Eh bien ça, c'est la définition de ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, la liste des ingrédients doit être créée avec la formule exhaustive du produit. La formule exhaustive, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la formule éclatée, celle que vous obtenez quand vous décomposez également les matières premières. Les matières premières sont également parfois des mélanges de plusieurs ingrédients. Si je reprends mon exemple de la chantilly de tout à l'heure, une matière qui est également un mélange de plusieurs substances va être l'huile essentielle. Les huiles essentielles en général sont des mélanges de plusieurs substances chimiques qui ont la particularité d'être très allergènes. Voilà pourquoi il faut d'autant plus les marquer sur les étiquettes. La liste des ingrédients d'un produit cosmétique doit être renseignée dans un ordre décroissant, sauf pour les ingrédients qui sont présents à moins de 1%. Dans le nom latin, lorsque ce sont des substances naturelles, ou alors en anglais quand ce sont des substances de synthèse. Mais ça, ce n'est pas la seule information que vous devez marquer sur votre étiquette. Il y a aussi la quantité de produit, sa fonction, les précautions d'usage, la date d'expiration. Celle-ci se traduit par la DDM, la date de durabilité minimale. Il s'agit de la date jusqu'à laquelle on peut garantir que le produit reste sûr à l'utilisation. Si la DDM est supérieure à 30 mois, alors il faut renseigner la PAO, la période après ouverture. C'est le temps pendant lequel le produit peut être utilisé sans risque après que l'emballage ait été ouvert. Il y a également les noms et adresses de la personne responsable. C'est la personne qui garantit le respect de la réglementation. En général, il s'agit de vous, de votre toxicologue. Une nouveauté concernant notamment l'étiquetage des produits cosmétiques a été apportée en 2022 par la loi AGEC. Il faut faire apparaître le logo Triman ainsi que des consignes de tri. Les mentions biodégradables et respectueux de l'environnement sont interdites. Eh bien, ça fait beaucoup. Même si la réglementation cosmétique est intéressante et utile à comprendre, il faut que vous gardiez en tête que vous n'êtes pas dans l'obligation de tout savoir sur le bout des doigts. En vrai, la plupart des créateurs cosmétiques ne voient même pas les étapes que je vous ai citées là, tout simplement parce que ils se font accompagner par des professionnels du métier qui s'en chargent, le bon laboratoire, le bon toxicologue. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup, ils peuvent se consacrer aux autres éléments cruciaux qui vont faire la réussite de leur projet. La budgétisation, la stratégie marketing, la communication, il n'y a pas que l'aspect technique dans le projet. Et si vous voulez être au clair sur ce que vous avez à faire dans ces autres domaines-là également, et surtout savoir dans quel ordre faire les choses pour pouvoir concrétiser votre projet, je vous ai préparé une petite formation gratuite d'1 heure et demie. Allez checker en barre de description.